Bonjour à tous. J'ai le plaisir aujourd'hui de modérer, d'animer une table ronde sur la transparence et le dialogue social en présence de Madame Myriam El Khomri, ministre du Travail, de Monsieur Oumarou, ancien ministre du Travail du Niger et directeur à l'OIT. Je vous ferai la présentation plus détaillée dans quelques minutes. Et Monsieur Scarpetta qui travaille à l'OCDE également sur des questions de travail et de dialogue social. Alors, je vais me présenter aussi très rapidement. Pour ma part, je suis haut fonctionnaire français en disponibilité depuis quelques semaines puisque je travaille dans une structure qui s'appelle le Liberté Living Lab, qui accueille des startups et des ONG qui travaillent sur des sujets d'intérêt général. Alors, il y en a une en particulier qui est résidente chez nous et que vous connaissez bien, Madame la Ministre, puisque c'est Base Impact avec Paul Duhan, qui a lancé tout récemment sa plateforme Bob Emploi pour accompagner les demandeurs d'emploi dans leur recherche. Et puis, moi, j'ai beaucoup travaillé sur ces questions d'open data, d'open government, puisqu'en 2013, à la demande du Premier ministre, j'ai remis un rapport sur l'ouverture des données publiques. Et par la suite, dans mes précédentes fonctions administratives, j'ai travaillé sur ces sujets d'ouverture et de respect des engagements pris par la France dans le cadre du partenariat pour un gouvernement ouvert. Alors, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui porte sur la démocratie et plus précisément sur la démocratie sociale, qui est un pan essentiel de la démocratie participative, et ça l'est depuis des décennies, et c'est bien compris par tous les acteurs. Et donc sur ce sujet de transparence et de dialogue social, nous allons mettre l'accent sur la démarche de la France et d'autres pays en termes de publicité des conventions et des accords collectifs. En effet, dans la loi du 8 août 2016 relative au travail et à la modernisation du dialogue social et des parcours professionnels, eh bien, il y a une nouvelle disposition législative qui prévoit la publicité de ces accords et de ces conventions. Et donc, on sait que dans les institutions publiques, paradoxalement, il peut être compliqué de passer à cette phase de publicité, de publication, en raison parfois de la difficulté à faire confiance à la société civile, aux acteurs associatifs. Et là, on voit qu'avec la loi d'août 2016, on a passé une étape supplémentaire en termes de démocratie sociale. Et donc, ça nous amène à nous poser un certain nombre de questions. Pourquoi est-ce qu'on a engager cette démarche aujourd'hui en France? Quelles sont les modalités de cette publicité? Quelles ont été les réactions des partenaires sociaux? Et donc, pour répondre à ces questions, qui de mieux que la ministre qui a porté ce projet de loi? Et alors, pour vous présenter en quelques mots, même si vous n'êtes plus à présenter, alors vous êtes ministre du Travail depuis 2015, précisément le 2 septembre, et je le retiens parce que c'est la date de mon anniversaire. Vous êtes membre du gouvernement français depuis août 2014. Et auparavant, vous avez été adjointe au maire de Paris, donc Bertrand Delanoë, puis Anne Hidalgo. Et vous nous parlerez, j'espère aussi, de l'Open Data Camp qui a été organisé hier dans vos murs du ministère du Travail. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je me réjouis vraiment d'être parmi vous ce matin à ce sommet pour le gouvernement ouvert. Je pense que ça part d'un constat. L'enjeu que nous travaillons ensemble, c'est déjà qu'il y a une aspiration de plus en plus forte de nos concitoyens, à la fois à plus de transparence, mais également à plus d'implication dans les processus de décision. Et c'est devenu extrêmement concret. Et à partir de là, bien évidemment, il faut accompagner ce changement. Alors, ce sommet, aujourd'hui et hier également, puisque c'est sur plusieurs journées, montre justement qu'avec le numérique, avec l'ouverture massive des données publiques, nous pouvons répondre à cette aspiration. Et c'est à cette aspiration que nous avons voulu répondre, en effet, avec la loi travail, la loi du 8 août dernier, prévoyant la publicité généralisée des accords collectifs. Concrètement, à partir de septembre 2017, tous les accords et conventions collectives seront, sauf bien sûr opposition commune de leurs signataires, ouverts au public dans une base dédiée. Ce sera le cas par exemple pour les accords de branche, ce sera également le cas pour les accords dans les entreprises, les accords au niveau des territoires, les accords au niveau des groupes. C'est à mes yeux une véritable avancée qui a été saluée par les partenaires sociaux au moment de l'élaboration de la loi. Maintenant, pour moi, on va dire ma préoccupation, c'est que chacun en perçoive réellement l'utilité. Pour cela,
Nous avons donc en effet organisé, on a été très heureux de vous accueillir nombreux hier au ministère du Travail, un data camp au sein de ce ministère. Une présentation va vous en être faite, je crois, tout à l'heure, et ça montrera qu'il y a un fruit, ça a été le fruit d'un travail extrêmement intense. En gros, pendant toute une journée, une cinquantaine de juristes, de syndicalistes, d'experts du numérique, de responsables de l'administration se sont réunis en équipe pour travailler à partir de plusieurs centaines d'accords que nous avions mis à leur disposition. L'objectif était de voir quels pouvaient être tous les usages de cette publicité des accords et montrer que l'open data du dialogue social pourra avoir des débouchés extrêmement concrets, à la fois pour les salariés, pour les syndicats, mais aussi pour les chefs d'entreprise et également pour les chercheurs, pour la société civile dans son ensemble. Les résultats qui vont vous être présentés sont assez parlants. En premier lieu, il y a 3 choses qui me paraissent importantes. La première, c'est que nous voyons qu'ouvrir une base publique permettra, et c'est essentiel dans notre pays, de développer une culture du dialogue social. C'est un aspect essentiel. Depuis 2012, le gouvernement a essayé de mener une politique ambitieuse en termes de développement de la négociation collective. C'est aussi dans ce cadre-là que nous restructurons les branches professionnelles pour qu'elles soient aussi plus dynamiques. Et c'est une évolution majeure à la fois pour améliorer la compétitivité de nos entreprises, mais également notre modèle social. Et en effet, au moment où la loi travail laisse plus élargi l'objet de la négociation au niveau de l'entreprise, tout en renforçant le consensus, puisqu'aujourd'hui, les accords ne pourront être signés que s'ils sont majoritaires, il était aussi essentiel dans ce cadre-là que nous soyons vraiment dans cette transparence. Et on dit souvent dans notre pays qu'il faut passer d'une culture de l'affrontement à une culture de la confiance. Je crois que nous essayons de construire avec cette transparence autour de la publicité des accords. C'est aussi un premier pas pour construire cette culture de la confiance où justement l'intelligence collective est à l'œuvre. Si nous le souhaitons développer cette culture de la confiance, il faut bien évidemment que les accords soient mieux connus. Que les accords soient mieux connus, car lorsque nous parlons du dialogue social dans notre pays, des accords d'entreprise, nous savons en effet qu'il y a un déficit d'information sur cette réalité-là. Et ça participe aussi pour valoriser le rôle des partenaires sociaux. Pour moi, c'est un point vraiment central de cet enjeu. Et donc, nous avons le devoir, parce que nous avons certes une très forte défiance en direction du personnel politique, nous avons aussi une défiance en direction des médias dans notre pays, mais nous avons aussi une défiance en direction des partenaires sociaux. Les organisations syndicales sont là pour défendre les intérêts des salariés et donc valoriser cette culture du dialogue social, valoriser ce qu'ils ont permis par le dialogue au sein des entreprises, au sein des branches, est pour nous un élément déterminant. Donc la démocratie numérique, elle doit appuyer, elle doit aussi conforter, enrichir la démocratie sociale. Et si les accords sont publics, les citoyens, les associations, les syndicats pourront aussi mieux se les approprier et cela renforcera aussi la légitimité du dialogue social. Un mot, chaque jour, dans notre pays, il y a une centaine d'accords d'entreprise qui sont signés. On a 36 500 au plan d'accords d'entreprise, près de 1000 accords de branche. Et c'est autant d'avancées en termes d'organisation du travail, autant d'avancées en termes de pouvoir d'achat, autant d'avancées en termes de conciliation vie personnelle, vie professionnelle, de droit à la formation. Et puis, il traite aussi des enjeux extrêmement importants comme l'évolution des compétences, les mutations du travail, la transformation des métiers, la mobilité. Et donc, ils apportent aussi des réponses très concrètes sur l'égalité femmes-hommes, sur la lutte contre les discriminations, sur le maintien en emploi de personnes en situation de handicap. Et pour cela, disposer d'une base ouverte et structurée des accords à tous les niveaux, c'est à la fois une ressource très précieuse pour les citoyens, mais aussi pour les partenaires sociaux. Et puis, deuxième enjeu, c'est permettre aussi d'améliorer l'accessibilité du droit. On le voit, le droit du travail est une matière extrêmement complexe et il convient justement de pouvoir de permettre aux salariés, aux entreprises de mieux connaître leurs droits, de permettre aux petites entreprises qui n'ont pas d'armée d'experts juridiques de pouvoir voir aussi ce qui se passe dans d'autres domaines. Et donc ça permet de belles perspectives et puis enfin d'échanger aussi
beaucoup plus facilement sur les bonnes pratiques. Pour moi, ça a aussi un enjeu fondamental et de ce point de vue-là, c'était essentiel. Alors nous allons avoir un décret que nous allons prendre au printemps et il y aura une concertation au moment de ce décret, mais pour moi, c'est un élément déterminant pour redynamiser aussi la négociation collective. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Alors effectivement, c'est un exercice qui est avec un timer. Alors, alors, il serait intéressant d'avoir une perspective internationale autour de cette démarche. Et avant de passer la parole à Monsieur Oumarou et à Monsieur Scarpetta, j'invite Alexis Edelman, qui travaille au sein de la mission Etalab et auprès de l'administrateur général des données, à venir nous faire un retour sur l'Open Data Camp que vous avez organisé hier. Bonjour, merci de me donner la parole. Donc je vais vous raconter ce Data Camp qui était hier, et la première chose, c'est que c'était un beau moment. Vraiment, enfin, il y avait des gens de tout horizon. On avait des juristes, des représentants du patronat, du MEDEF, des représentants des syndicats, de tous les syndicats. On avait des agents de la fonction publique, on avait des salariés, on avait des patrons. On avait des éditeurs juridiques, et tout ce monde a travaillé toute la journée en se posant des questions vraiment très opérationnelles. Qu'est-ce qu'on va faire de ces données? Comment on va améliorer ces données? Comment on va donner de l'information? Comment on va améliorer notre vie avec ces données? Alors, il y a eu 6, 7 projets. Je ne vais pas vous les présenter un par un. Je vous montre des images de restitution qui sont les images qu'on fait en une journée de travail. Donc, elles sont un peu limitées. En revanche, je vais synthétiser un peu les travaux. Il y avait 2 axes importants. Le premier, c'est de simplifier. Des données pour simplifier. On va utiliser des données pour diminuer la charge administrative à partir d'un constat qui au départ est les données qu'on a, c'est du texte, c'est compliqué, hein, une convention collective. Moi, j'ai découvert ça hier. Enfin, il y a un niveau juridique à appréhender. Comment est-ce qu'on peut simplifier ça? Comment est-ce qu'on peut transformer ça en données? Comment est-ce qu'on peut répondre à des questions, à la fin, trouver le chiffre, ma majoration pour mes heures supplémentaires, c'est combien? Est-ce que je peux trouver l'information rapidement? Comment j'écris cette information? Et donc, il y a eu des personnes qui ont réfléchi à des questionnaires qui pourraient être remplis au moment du dépôt de la convention administrative. Il y a eu des sujets pour aider à la négociation. Parce que quand on pense accord collectif, convention collective, accord d'entreprise, on pense grandes entreprises, culture syndicale. En fait, c'est aussi un sujet qui concerne des PME, des gens qui n'ont pas cette culture syndicale. Et donc, il y a eu un questionnaire un peu intelligent, augmenté par la donnée, en disant est-ce que vous allez traiter cette question-là? Est-ce que vous allez traiter cette autre-là? Est-ce que vous savez que vous avez un accord de branche qui déjà régit un peu voilà, pour alimenter le débat et peut-être dérouler pendant la négociation des éléments pour ne pas oublier et faire une convention propre juridiquement. Et voilà. Dans ces éléments, donc c'est un peu voilà, c'est rudimentaire encore, hein, 4-5 heures de travail. On va récupérer donc les infos des autres conventions pour dire voilà, dans les autres, voilà ce qu'ont fait les gens. Voilà, donc augmenter ces conventions par la donnée. L'autre axe, c'est de restituer ces conventions, de les donner à tous les acteurs qui en ont besoin. Les acteurs, il y en a beaucoup. Il y a des salariés, il y a des patrons, il y a des gens qui négocient, il y a des économistes. Avec une base de données un peu structurée, on peut faire des moteurs de recherche. On peut faciliter la vie des juristes en leur donnant directement l'information dont ils ont besoin, au lieu de lire les 24 pages de l'accord d'entreprise, de lire directement le paragraphe qui concerne le sujet qu'ils sont en train de rechercher. On a de la pédagogie à faire quand on restitue l'information. De la pédagogie, il y a des normes, il y a des différentes conventions, il y en a qui s'appliquent quand il n'y en a pas d'autres, etc. Donc il y a aussi des outils graphiques qui peuvent faciliter le parcours dans les différents accords, dans les conventions. Les économistes vont avoir envie d'étudier, de rassembler ces accords avec les performances de l'entreprise, les performances sociales, les performances économiques. Donc il y a des propositions de rattacher ces données à des données sociales d'entreprise, des données de sécurité sociale. Et puis, bien sûr, de donner l'information aux salariés. Et donc là, il y a un projet qui a récupéré un projet porté par le SGMAP qui est de simplifier la connaissance des prestations sociales. Et là, ça serait une autre nouvelle version de faciliter votre connaissance de vos droits. Et pour conclure, moi je vais vous raconter mon sommet jusque-là, parce que hier j'ai découvert toutes les questions alambiquées et techniques sur le droit des salariés.
ce à quoi ils ont droit. Et avant-hier, j'étais à l'Élysée pour l'OGP Toolbox. Et figurez-vous que j'ai discuté avec des agents de la DGAFP qui s'occupent des droits de la fonction publique. Et je me suis dit, en fait, on pourrait mettre toutes ces informations, tous ces droits, que ce soit des salariés du privé, que ce soit des salariés du public, dans un même outil. Parce que là aussi, c'est quelque chose qu'on oppose souvent, fonction publique, fonction privée, domaine privé. Et peut-être avec un outil, en ouvrant des données, on va pouvoir aussi rassembler et comparer ces deux fonctions. Merci. Merci beaucoup, Alexis. Alors, il faut bien que tous aient à l'esprit qu'un Open Data Camp organisé sur une journée sur ces données, eh bien, c'est un travail compliqué, sur des données qui sont complexes, et que les réalisations qui sont présentées, qui montrent des voies d'exploration de ces bases de données, sont assez impressionnantes. Moi, je voudrais simplement mettre cela en comparaison avec plusieurs initiatives qui ont été lancées dans d'autres juridictions, enfin dans des juridictions en France sur des données de jurisprudence. Ce n'est pas évident de passer de la donnée dont on dispose en interne à la donnée qu'on ouvre et qu'on arrive à exploiter. Donc il y aura sans doute des questions très techniques qui se poseront, et moi j'invite la ministre et puis l'ensemble des services administratifs à s'appuyer sur ces innovateurs qu'on trouve en externe, qui ont ces compétences techniques et qui peuvent les apporter pour enrichir le travail de l'administration. Alors, pour fermer cette parenthèse, je ferme cette parenthèse et je passe la parole à monsieur Moussa Oumarou, qui est directeur du département des relations professionnelles et des relations d'emploi de l'Organisation internationale du travail, ancien ministre du Travail nigérien. Il travaille aujourd'hui, il est à la tête aujourd'hui d'un département qui suit les droits fondamentaux, les normes, l'inspection du travail, le dialogue social, la santé et la sécurité au travail, c'est-à-dire pas une mince affaire. Et alors, je pense que M. Oumarou va nous aider à mettre en perspective la démarche française de publicité des accords et des conventions collectives au regard des recommandations de l'Organisation internationale du travail. Merci. D'abord, je voudrais remercier Madame la Ministre d'avoir convié notre directeur général à cette session. Le directeur général qui est à la réunion régionale de l'OIT pour l'Asie et le Pacifique, ne pouvons pas venir, m'a chargé donc de venir ici et de vous saluer et de délivrer le message du BIT. Le message en tant que tel, ce n'est pas un message en tant que tel, mais c'est plutôt un témoignage. On est plus venu voir, chercher inspiration, comment la démocratie sociale se construit, comment l'usage des nouvelles technologies peut permettre à renforcer et à consolider la démocratie sociale. Donc cette expérience française que nous avons là devant nous et qui découle de la loi El Khomri, d'abord pour nous c'est un progrès pour la démocratie. Parce que comme vous le savez, des milliers de salariés sont concernés par les accords négociés entre les partenaires sociaux, et les rendre accessibles est un gage de transparence et de bonne gouvernance. La deuxième chose que je pourrais dire ici, c'est que en faisant cela, ça veut dire que le dialogue social est pris au sérieux. Il est pris au sérieux parce qu'un adage dit que nul n'est censé ignorer la loi. Et on sait qu'il ne viendrait à l'idée de personne de contester la publication et la diffusion des lois adoptées par le Parlement ou des règlements qui sont pris par le gouvernement. Et appliquer la même règle de transparence aux accords négociés entre partenaires sociaux, c'est reconnaître la valeur et la portée normative du dialogue social et de la négociation collective. Je voudrais dire que les conventions et les accords sont une source croissante de droits et d'obligations, pas seulement en France. Il est donc essentiel d'améliorer l'accès de chacun, la connaissance de la règle qui s'applique. Un troisième point pour apprécier cette expérience française assez récente, c'est que la garantie de l'effectivité du droit qui découle de la négociation collective, la connaissance de la règle est souvent une condition primaire de son effectivité. Notre organisation qui travaille... pardon, oui, ah bien, excusez-moi. Notre organisation qui travaille avec ses mandats dans tout le monde entier
a été dans des situations où il a développé des projets de coopération technique pour que l'effectivité du droit qui a été consacré par la législation nationale ou par les conventions internationales de travail qui ont été régulièrement ratifiées par les pays, que cette effectivité, disons, s'installe et se pratique au quotidien et touche le maximum de personnes et de citoyens qui sont sujets de ce droit-là. Et d'ailleurs, Madame la Ministre, je profite pour dire que pendant une dizaine d'années, votre pays a financé pour un certain nombre de pays francophones un programme qui avait pour but essentiellement de rendre effectifs les principes et droits fondamentaux au travail. Donc là aussi, je voudrais dire toute la gratitude de notre organisation pour cet appui que vous avez apporté. Alors, il faut dire aussi que ce qu'on appelle l'open data constitue un moyen d'émancipation et de renforcement des partenaires sociaux. Parce qu'une fois que les partenaires sociaux ont un accès à cette richesse, c'est-à-dire qui sont les données, les informations, ça les outille pour être des acteurs d'un dialogue social averti. Ça les outille pour qu'ils puissent être une force de propositions alternatives à ce que l'autre partie met sur la table. Et la connaissance de la disponibilité de ces données, d'une bonne base de données, est un élément essentiel. Parce que vous savez que l'OIT définit le dialogue social d'abord comme étant toute forme de partage d'informations, de consultation et après la négociation. Donc quand on regarde le triangle que nous avons du dialogue social, à la base, c'est d'abord l'échange d'informations. Et au milieu, on se retrouve dans la consultation avant d'entamer la négociation. Donc cette expérience, ça donne donc un moyen d'émancipation et de renforcement des partenaires sociaux. Nous qui travaillons tous les jours avec eux, parce que comme vous le savez, notre organisation est tripartite, dans les axes, dans la stratégie de dialogue social, outre la promotion des cadres et des institutions de dialogue social, outre la mise en place des institutions de dialogue social, un point essentiel, un axe essentiel de cette stratégie, c'est le renforcement des capacités. Et ce renforcement de capacités, on peut la faire de plusieurs manières, mais l'information partagée de manière transparente est une précondition pour un dialogue social fécond. Je voudrais dire aussi que l'open data permettra ainsi d'améliorer l'identification et la diffusion des innovations observées dans les accords conclus au niveau micro et local. Et ça permet donc à tous les niveaux, que ce soit le niveau micro, au niveau local, qu'on puisse avoir qu'est-ce qui a été fait et les innovations et les avancées qui ont été enregistrées, et ceci peut remonter au niveau national. Et bien entendu, ça sert aussi d'expérience et de bonnes pratiques au niveau international qu'une organisation comme la mienne partage avec ses mandats. Et élément important, donc cette expérience doit permettre et permettra d'enrichir l'analyse. Mais je parle ici de l'analyse qualitative sur la négociation collective. Souvent, on se limite à des indicateurs quantitatifs pour mesurer les progrès du dialogue social, que ce soit un nombre d'accords, le taux de syndicalisation, etc., etc. Avec des données plus accessibles, on pourra approfondir l'analyse du contenu des accords, l'évolution des dispositions, l'impact sur la situation économique d'une entreprise ou d'un secteur donné. Et enfin, pour ne pas sortir du temps qui m'est alloué, il faut dire quand même qu'on peut se poser quelques questions avec cette expérience et qui trouveront certainement dans le temps réponse. Par exemple, comment classer les dispositions relevant des mêmes champs? Comment assurer le contrôle de l'information? Comment gérer la multitude d'accords? Madame la ministre disait tout à l'heure que, si j'ai bien compris, quotidiennement, il y a 100 accords qui sont conclus. Donc, comment gérer la multitude des accords, notamment au niveau des entreprises? Et de ce point de vue, disons que l'expérience française en tant que telle sera une source d'inspiration et de bons exemples que l'OIT pourra partager dans son action internationale. Et l'action internationale de l'OIT, en tout cas, j'allais dire le cœur de métier, c'est les normes internationales du travail,
dont le contrôle de l'application demande des données fiables et des données à la fois quantitatives et qualitatives. Le cœur de métier de notre organisation, c'est aussi le dialogue social. Et pour le dialogue social, la transparence est un élément important de la confiance, et la confiance est une précondition pour un dialogue social de bonne foi. Voilà ce que je peux dire très rapidement sur cette question. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Alors, Monsieur Scarpetta, je devrais dire Docteur Scarpetta, puisque vous avez un PhD en économie. Vous êtes le directeur de la direction de l'emploi, du travail et des affaires sociales de l'OCDE, organisation internationale que vous avez rejointe en 1991. Vous avez un parcours de chercheur et de haut fonctionnaire international, expert du marché du travail. Et donc, vous avez commencé en 91 à l'OCDE. Vous avez travaillé de 2002 à 2006 en tant qu'expert à la Banque mondiale sur des questions du marché du travail. Et vous êtes de retour à l'OCDE, si je puis dire, depuis 2006. Et en parallèle, depuis 2011, vous êtes chercheur associé à l'Institute of Labor Economics. Et il y a une question qui me vient à l'esprit après avoir entendu Madame la Ministre et Monsieur le Ministre. C'est de savoir ce que pense l'OCDE de cette démarche française et est-ce qu'il en est des autres pays qui sont suivis par l'OCDE en la matière. Merci beaucoup, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs. C'est vraiment un grand plaisir pour moi d'être ici, pour pouvoir participer à ces sommets sur le gouvernement ouvert, en particulier cette table ronde sur la transparence des données des démocraties sociales. À mon avis, c'est un thème très, très important, comme Madame la Ministre et comme était évoqué. L'OCDE, franchement, se félicite énormément de cette initiative de la France sur l'ouverture des données des accords de branche et d'entreprise, sur les conditions de travail et les salariés, et sur la future mise en ligne de ces données, que tout le monde puisse y avoir accès l'année prochaine. En effet, vous avez posé la question sur la disponibilité de données semblables dans d'autres pays. Quand on regarde un peu l'expérience dans d'autres pays, ces données-là sont très peu documentées. Non seulement en France, mais aussi dans beaucoup d'autres pays de l'OCDE. Les données détaillées, notamment sur les accords d'entreprise, sont rares, sur un sujet qui est pourtant fondamental pour comprendre la structure du marché du travail, les relations professionnelles, les dialogues sociaux et justement la négociation collective. Si vous regardez un peu les travaux d'études qui sont faits sur la négociation collective, ils portent presque toujours sur l'architecture des systèmes, mais rarement sur les contenus des conventions. Or, les contenus est très important, comme vous l'avez dit, Madame la Ministre, parce que comprendre ce qu'il est négocié, avoir accès aux informations détaillées, tout cela est capital pour comprendre les effets à la fois économiques et sociaux de la négociation elle-même. Par ailleurs, certains pays mettent en ligne des textes des conventions de branche, mais la consultation et l'exploitation de l'information restent très compliquées dans beaucoup d'autres pays de l'OCDE et nécessitent souvent les recours à des outils informatiques qui sont assez sophistiqués pour les analyser. C'est là même dans les pays où le droit conventionnel est très développé. Le travail de la France est en train de mettre en œuvre va au-delà de ces difficultés, notamment en diffusant les accords d'entreprise, qui c'est très, très importante. L'information qui est dans la plupart des pays de l'OCDE n'est pas accessible. Et donc, encore une fois, je tiens vraiment à vous féliciter de cette démarche que vous avez mise en œuvre. Vous avez dit, Madame la Ministre, les bonnes pratiques, les partages de bonnes pratiques, je crois que là, c'est vraiment un cas classique, je dirais, dans lequel la France peut vraiment mettre en avance une bonne pratique. J'espère bien qu'un d'autres pays vont faire la suite. Je crois qu'il a été dit avant, l'économie numérique nous pose des défis, sûrement, mais aussi il nous donne des opportunités énormes. Et donc, justement, la mise à disposition des données, des accords à tous les différents niveaux, c'est un outil qui est aussi facilité par l'économie numérique. En outre, l'accès à ce type d'informations me paraît aussi important pour promouvoir le respect des accords signés. On parle généralement peu de ces points parce qu'on dispose justement pas vraiment d'estimations robustes sur les degrés effectifs d'application des lois et des conventions, alors que c'est un élément clé pour le bon fonctionnement du système de la négociation collective. Ainsi, les données et faciliter l'accès aux données des branches et d'entreprises pourrait permettre, comme vous l'avez dit, Madame la Ministre, aux salariés, aux petites entreprises et globalement à tous les acteurs de s'informer, vérifier, éviter des erreurs et aussi les possibles manipulations. Il me semble donc que la mise en ligne de cette information représente un instrument efficace et franchement relativement peu cher
permettant d'assurer le respect de la loi et des accords. L'OCDE, nous sommes, comme vous savez, notre rôle, c'est aussi de mettre à disposition de l'information, à la fois sur les lois, les régulations, mais aussi la mise en œuvre de politiques. Vous connaissez tout la base de données qu'on a sur la législation de la protection de l'emploi. Maintenant, on est en train justement de faire un grand recueil des données d'informations sur la négociation collective. Comme vous savez, on est dans une économie qui est en train de changer de façon très rapide. Tout le monde fait face à la mondialisation, au développement de nouvelles formes d'organisation du travail, l'économie numérique justement. Et tous ces changements ont entraîné une fragmentation du processus de production dans beaucoup de pays et l'émergence des chaînes de valeur mondiales complexes. Et de nouvelles formes de travail que quelquefois on appelle atypiques. Ces évolutions mettent de plus en plus la pression sur les systèmes de négociation collective avec deux tendances qui semblent se dégager avec évidemment beaucoup de différences d'un pays à l'autre. D'un côté, on voit une baisse des taux de syndicalisation dans beaucoup des pays de l'OCDE et au-delà, et aussi un fort mouvement vers la décentralisation dans de nombreux pays européens et aussi d'autres pays de l'OCDE. En parallèle à cela, les nouvelles formes de dialogue social et de décentralisation ou des voies communes émergent dans plusieurs formes d'emploi. Donc il y a des changements importants qui, en quelquefois, sont en train vraiment de changer de façon fondamentale le dialogue social. Dans ces contextes, et compte tenu des nouveaux travaux de l'OCDE, aussi dans les contextes de la mairie du travail et de la nouvelle stratégie pour l'emploi, nous avons développé un questionnaire assez détaillé que vous avez reçu, Madame la Ministre, avec tous les autres pays de l'OCDE, mais aussi les partenaires sociaux, dans lesquels on veut aller bien au-delà du niveau de la contractation collective, mais comprendre effectivement qu'est-ce qu'il est négocié, à quel niveau, et quelles sont toutes les différences qui peuvent exister à travers les différentes branches, mais aussi à travers les différents accords à niveau d'entreprise. Nous faisons cela en considérant les différents niveaux de négociation, les articulations, et en nous concentrant aussi sur le contenu des accords, au-delà évidemment de la négociation salariale. Bien souvent, les économistes se sont intéressés surtout à la négociation collective sous l'angle des salaires, alors que les négociations collectives, comme nous le savons très bien, touchent à bien d'autres domaines comme le temps de travail, la pénibilité au travail et d'autres domaines qui sont autant importants que les salaires eux-mêmes. Enfin, le questionnaire s'attache aussi pour rendre compte des mécanismes d'extension et des dérogations des accords, ainsi que sur les relations de travail au niveau d'entreprise. L'objet de ces projets est vraiment de cerner ce qui est finalement négocié et à quel niveau. Toutes ces informations recueillies dans les questionnaires seront en outre complétées par des statistiques permettant de caractériser au mieux les différents régimes de négociation collective au sein de l'OCDE et d'identifier des paramètres clés pouvant contribuer au meilleur fonctionnement des marchés du travail et des marchés du travail résilients, efficaces et inclusifs. Les premiers résultats de cet fort effort qu'on a fait de recueil des données dans tous les pays de l'OCDE sont disponibles l'année prochaine dans notre perspective de l'emploi, qui c'est la publication annuelle de l'OCDE. Mais à mon avis, c'est vraiment un premier pas pour donner à tous les chercheurs, aux décideurs politiques, une base de données beaucoup plus large pour comprendre mieux la richesse de la contractation collective et donc pour comprendre mieux quels sont les enjeux et de l'autre côté, comment ces différences, cette richesse aussi contribuent au dialogue social d'un côté, mais aussi aux performances économiques et sociales. Donc je me félicite encore une fois pour cette démarche de la France. Je serai ravi de promouvoir cette démarche aussi au sein des dialogues qui aura lieu à l'OCDE comme justement une bonne pratique que les autres pays devront suivre. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur. Alors, nous avons correctement respecté le temps pour les interventions liminaires et du coup, cela me laisse un peu de temps pour vous poser quelques questions. La première des questions que je me pose au terme de vos interventions et après la présentation des résultats de l'Open Data Camp, c'est de savoir quelles sont, selon vous, les prochaines étapes. Vous avez parlé d'un décret et puis après le décret, il y aura sans doute encore d'autres étapes. Il y a bien sûr, donc pour ma part, un décret qui doit intervenir au printemps. Nous avons dit quels sont les enjeux de cette publicité. Mais on va avoir des débats sur les détails, justement, de ce décret, sur la mise en œuvre. Il y a, au moment de l'adoption de cet article dans la loi travail, nous avons eu des débats, notamment de certaines organisations patronales par rapport à la question de la concurrence, de ne pas mettre des données qui puissent leur porter préjudice par la suite. Donc, c'est pour ça qu'on a mis dans la loi que c'était si, bien évidemment, il n'y avait pas d'opposition d'une des deux parties.
nous l'avons placé dans ce cadre-là. Donc il y a énormément de détails, forcément, mais on ne peut pas parler de démocratie sociale sans, sur une matière technique, mais pourtant essentielle, c'est le quotidien des Français, mais c'est une matière qui est quand même technique. Il y a le Code du travail, il y a les conventions collectives, il y a les accords d'entreprise, donc qui est difficile à appréhender dans son ensemble. Donc si on veut véritablement développer la démocratie sociale dans notre pays, il faut céder de la démocratie numérique et il faut pouvoir justement faciliter les choses. Mais en effet, il y a beaucoup de points qui seront mis en œuvre dans le cadre de ce décret et dans tous les cas, ils feront l'objet de concertation avec les partenaires sociaux. Est-ce qu'il y a une réaction de votre côté sur les prochaines étapes que vous entrevoyez pour la France ou pour d'autres pays qui souhaiteraient s'engager dans cette voie? Non, pour les prochaines étapes, puisque nous ne sommes pas engagés dans un tel processus, mais nous suivons l'expérience française, c'est dire qu'en 2015, nous avons, au niveau du département de la gouvernance et du tripartisme, en fait c'est ça le département d'où je viens maintenant, au sein de ce département, nous avons lancé une étude qui a couvert pratiquement toutes les régions du monde et plus d'une soixantaine de pays, pour savoir quel usage on peut faire de nouvelles technologies dans l'administration du travail. Donc cette expérience que nous avons là sous les yeux nous permettra maintenant d'aller un peu plus loin de ce que nous disons, c'est-à-dire que l'usage de nouvelles technologies ne sera pas seulement ce que nous allons donner comme exemple, par exemple pour faire les visites de contrôle de l'inspection du travail, ou bien pour l'information au public, mais on peut l'étendre à ces données qu'on a sur les négociations, sur les accords d'entreprise et les accords de branche. Ceci permettra ainsi d'avoir beaucoup plus de données et ça va nourrir justement notre réflexion sur l'évolution de la négociation collective. Parce que nous sommes souvent confrontés à un manque de données. Autant on a des informations intéressantes, mais pas qui couvrent l'ensemble des pays sur le taux de syndicalisation, la couverture des négociations collectives, le contenu de ces négociations collectives. Donc pour nous maintenant, la nouvelle étape serait de voir comment cette expérience peut être, j'allais dire, injectée dans ce que nous sommes en train de faire, à la fois au niveau des expérimentations dans un certain nombre de pays, mais aussi pouvoir la brandir ou j'allais dire la présenter comme une bonne expérience qui est en cours et qui certainement dans le futur permettra de répondre aux questions que je posais à la fin de mon propos introductif. Je vous remercie. Est-ce que vous avez une réaction sur ces prochaines étapes? Mais oui, bien sûr, parce que je crois qu'on est tous d'accord, ça c'est le message de BIT, de l'OCDE, de beaucoup des pays, l'importance du dialogue social. C'est fondamental pour le fonctionnement d'une économie et de notre société. D'ailleurs, je crois, comme a été dit, quand on regarde toutes les études qui sont faites, comment on résume la richesse du dialogue social, quelquefois c'est avec des indicateurs très très imprécis. Les taux de syndicalisation, le taux de couverture, donc combien de travailleurs sont couverts par les accords, et on s'arrête plus ou moins là. Alors que nous tous, en France, Madame la ministre a rappelé qu'il y a des accords, beaucoup d'accords qui sont signés tous les jours, mais surtout la richesse du contenu de ces accords va bien au-delà de ce qu'il est même publié, parce que plusieurs pays publient effectivement les textes des accords, mais on ne sait pas la mise en œuvre de ces accords en détail. Donc je crois que cette mise à disposition des données à niveau de branche, mais à niveau d'entreprise qui est fait en France, pourrait donner aux chercheurs une richesse d'informations très très importante pour pouvoir caractériser les contenus du dialogue social, mais aussi pour comprendre comment, à niveau de branche, à niveau d'entreprise, on s'ajuste aux changements que toutes les entreprises et tous les secteurs font face. Imaginez ce qui s'est passé avec la crise mondiale qu'on a vécue. Et tous ceux qui ont travaillé au niveau des branches, au niveau d'entreprise, on voit la richesse du dialogue, de ce qui s'est passé dans les différentes entreprises, dans les différentes branches. Toutes ces informations-là, aujourd'hui, il n'est pas disponible. Et donc, nos analyses économiques sont très, très limitées en termes de contenu, de qu'est-ce que c'est le dialogue social et comment le dialogue social a évolué, et donc quelles sont les bonnes pratiques qu'on pourra partager d'une entreprise à l'autre, d'un secteur à l'autre, d'un pays à l'autre. Donc, je crois que maintenant, les outils, encore une fois, l'économie numérique nous donne cet outil, cette possibilité
de traiter ces données qui sont très complexes et très détaillées de façon plutôt facile. Et donc, il faut vraiment les exploiter parce que cela pourra donner, disons, des outils d'analyse beaucoup plus précis et donc de pouvoir donner aussi à ceux qui doivent mettre en place des lois ou mettre en place des accords collectifs un degré d'information beaucoup plus détaillé qui pourra effectivement permettre, je crois, aussi des performances meilleures. Des accords eux-mêmes, du dialogue social eux-mêmes, mais aussi, je dirais, plus en général, de la mise en œuvre des politiques ou des nouvelles réformes qui pourront être mises en place. Je vous remercie. Alors, vous avez évoqué qu'un certain nombre de pays avaient une tradition de dialogue social très avancée et un droit du travail qui est très conventionnel. Vous avez aussi évoqué la difficulté d'obtenir des bases de données, parce que dans certains pays, vous le disiez, il y a besoin de construire les capacités. De manière générale, quels sont les conseils que l'on peut donner à d'autres pays ou des recommandations pour s'engager dans une voie comme celle-ci ? Je ne sais pas si on donne des conseils, mais ce qu'on peut dire, c'est pour entreprendre une expérience comme ça, en tout cas au regard de ce que moi je connais et ce qu'on sait, c'est qu'il faut quand même avoir l'infrastructure. L'infrastructure qui est d'abord l'infrastructure technologique. Ceci est important. Deuxièmement, c'est l'accès, disons, à ces informations. Comment ça se fait, c'est-à-dire comment le citoyen, comment le travailleur, comment l'employeur peut avoir accès à cela. C'est-à-dire, ça revient toujours à la question de l'infrastructure, l'accès à. La deuxième chose, c'est que il est important que les éléments les plus novateurs puissent toujours sortir. Et qu'en les faisant sortir, ça permet à ce que cette expérience puisse servir dans le voisinage immédiat, au niveau régional, au niveau national et international. Et enfin, je voudrais dire que cet accès à l'information ou à l'information liée à ces accords doit être quelque chose qui doit servir au dialogue social. C'est-à-dire une information partagée de la manière la plus large, qui est une information qui est connue des parties contractantes, permet, comme on l'a dit tout à l'heure, à ce que le respect des engagements pris, ce respect-là, puisse être un élément, un axe de conduite entre les différents acteurs du dialogue social. Parce que l'expérience qu'on voit souvent, c'est que les accords pris, les accords conclus, ne sont pas d'application totale ou quelquefois sont d'application à tonnes ou différenciées ou différées. Donc, respecter les engagements pris, ça c'est quelque chose d'important. Et la connaissance des accords conclus, des accords accessibles, c'est un autre élément important. Je dois dire aussi que pour s'engager dans cette démarche et dans cette innovation de la France, il est important aussi qu'il y ait le renforcement des capacités des acteurs en tant que tels. Une chose est d'avoir l'information, une autre est de l'interpréter et de se saisir de cette information pour pouvoir négocier. Donc c'est ça ce que je voudrais dire à ce niveau-là. Je suis assez d'accord sur ces deux points. D'un côté, comme on a dit, donc une chose, c'est de mettre en ligne les textes, disons, l'autre chose, c'est aussi mettre à disposition la mise en œuvre. Et je crois que ça, c'est très important pour augmenter la confiance de tous les acteurs par rapport aux accords collectifs et quelquefois aussi les accords à niveau d'entreprise. Donc, effectivement, ça, c'est la mise à disposition des données, c'est essentiel, je dirais, pour renforcer aussi la confiance que tous les acteurs ont dans la négociation collective elle-même. Le deuxième point, c'est une chose, c'est de mettre à disposition, donc en ligne, les données. Une autre chose, c'est de donner à tous les acteurs l'accès à l'interprétation de toute cette masse de données qui sera à disposition. Et moi, je pense plutôt aux petites et moyennes entreprises, je pense plutôt aux travailleurs. Donc, je crois que les défis, une fois que les données sont effectivement en ligne, c'est aussi d'essayer d'en tirer les leçons, des éléments importants qui puissent faciliter un peu l'interprétation de cette masse de données qui va être à disposition.
Évidemment, j'imagine que les grandes entreprises, les associations des employeurs ou bien les associations syndicales pourront faire cela. Donc, il y aura des travaux qui vont être mis en œuvre sûrement. Mais je crois que la possibilité de données tirées de toute cette masse de données, quelques leçons, quelques éléments, aussi les bonnes pratiques auxquelles on parlait auparavant, à mon avis, c'est très importante pour permettre justement à tout le monde de comprendre la richesse, mais aussi comprendre quels sont les enseignements qu'on peut en tirer de cette masse de données qui va être à disposition. Merci, Monsieur le Directeur. Alors, peut-être sur cette question, mais aussi sur une autre question, Madame la Ministre, j'aurais voulu savoir, dans cette expérience française, les acteurs qui ont été les plus faciles à convaincre et ceux qui ont été peut-être les plus réticents au début sur ce sujet de la publicité des accords et conventions. Les plus faciles à convaincre, je pense, c'est clairement les organisations syndicales. Ça a été plus compliqué au début parce que ça manquait d'explications en direction des organisations patronales. Mais c'est voilà, la confiance, ça se construit, ça ne se décrète pas. Donc, je pense qu'ils y ont vu aussi un intérêt. Et je le dis, la situation, l'accès aux droits pour les petites entreprises est particulièrement compliqué. Donc on voit bien qu'il y a un enjeu aussi en termes de diffusion de bonnes pratiques pour aider ces petites entreprises. Je crois que ça part d'une conviction, c'est que la démocratie sociale, c'est une conviction, c'est qu'on peut allier à la fois la performance sociale et la performance économique, et les entreprises deviennent compétitives quand elles savent allier justement ces deux enjeux majeurs. Et au-delà de ça, je crois que toute la formation, parce que vous parliez d'appropriation des règles, c'est évident, mais ça nous permettra aussi peut-être de mieux former à la négociation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de négociation s'il n'y a pas déjà de la confiance, il n'y a pas un partage, une transparence sur la situation économique de l'entreprise aussi. Cette culture de la confiance, elle se crée dans l'échange. Mais la question de la formation des négociateurs, elle est aussi essentielle dans ce débat. Et donc, ça nous permettra d'avoir des outils innovants aussi en matière de formation. Et c'est vrai que le ministère, j'imagine, fera appel aussi à d'autres partenaires, peut-être privés, innovants, pour les aider dans ce cadre-là. Mais au-delà de ça, ça montre aussi que la négociation, on parle souvent de situations où des organisations syndicales, quand ça se passe mal dans telle ou telle entreprise, ça reste très marquant, bien sûr, pour tous nos concitoyens, parce qu'il y a des situations qui sont difficiles, parce que parfois le dialogue social aboutit à de l'échec, et donc c'est une réalité aussi. Néanmoins, il y a tous ces accords, et donc c'est aussi une manière de valoriser la place de la négociation, et derrière cela, de valoriser le travail et l'enjeu aussi pour les organisations syndicales. Et on a eu aussi beaucoup de débats autour de la loi sur l'accès à la messagerie interne par les organisations syndicales. Tous ces enjeux-là sont aussi très présents. Comment on arrive à diffuser des informations syndicales à l'heure du numérique, c'est aussi un enjeu en soi pour toucher le maximum de salariés. Donc tous ces débats sont là. Mais je crois que ça permet véritablement d'améliorer cette culture de la confiance dont notre pays a besoin. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Alors, cette table ronde touche bientôt à sa fin. En guise de conclusion, je veux juste évoquer un certain nombre de principes que vous avez cités. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il y a effectivement des enjeux juridiques, techniques et de dialogue social et de confiance entre les partenaires pour pouvoir mettre en place une démarche de publicité, de transparence sur ces données, mais que dans le même temps, il y a un véritable enjeu d'effectivité des droits à travers l'accès des salariés, des travailleurs à ces documents. Et ces documents, comme Alexis Edelman tout à l'heure nous a éclairé sur le sujet, mais nous permettront d'avoir une analyse de la situation, une analyse du dialogue social beaucoup plus précise pour comprendre l'intensité du dialogue social, pour en comprendre aussi la qualité, pour s'assurer du respect de l'effectivité des droits. Et ça nous donnera des grilles de lecture qui seront essentielles pour des enjeux socio-économiques, qui sont notamment une grille de lecture temporelle, géographique et sectorielle. Merci à tous.